Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur de Business 42. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de l'année 2022 et je suis à la table des Matrues, un nouveau restaurant qui a ouvert ses portes il y a seulement quelques jours. À sa tête, deux associés, Patrice Diaz et Matteo Ravel, le jeune chef de 19 ans, qui se lance dans cette aventure folle, pleine de jeunesse, de fougue et pleine d'envie. Je vous propose de découvrir sans attendre le parcours de Matteo Ravel. Bienvenue dans Cœur de Business 42, le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business. Je suis Julien Russier, coach pro pour les pros, et je vous propose de découvrir l'actualité, l'histoire et surtout la vision du futur de notre monde du travail à travers le regard et l'expérience de mes invités. Entrons maintenant dans l'intimité des aventuriers et aventurières de l'entrepreneuriat du 42. Matteo Ravel, bonjour. Bonjour. Bon, tout d'abord, pourquoi la table des Matrues ? La table des Matrues, c'est un peu essayer de reprendre ses souvenirs, ses saveurs d'enfance et pouvoir se mettre entre amis autour d'une table et replonger là-dedans, quoi. Avec une cuisine un peu de grand-mère sur certains points, parce que moi j'ai beaucoup été inspiré par ça dans ma cuisine, mais aussi apporter pas mal de touches de créativité, de techniques de cuisine qu'on n'a pas l'habitude de voir sur toutes les tables, pour vraiment avoir une fusion entre ses souvenirs d'enfance et une cuisine un peu plus moderne et créative. Très bien. Quelle est votre clientèle aujourd'hui ? Aujourd'hui, déjà pour le moment, on est ouvert que les soirs, donc on est plus sur une clientèle loisir qui vient le soir pour se faire plaisir. On n'a pas trop de groupes à faire, mais on va essayer de développer ça un petit peu parce qu'on sent que les gens ont cette demande-là de venir le midi pour des repas d'entreprise ou des choses comme ça. Donc on y travaille et peut-être pour 2023, on verra. Très bien. Pour l'instant, vous êtes deux à la table des Matrues ? C'est ça, on est deux. On est donc deux associés. Ouais. Mon associé Patrice Diaz, qui aurait dû être là aujourd'hui, qui n'a pas pu être là. Donc qui lui s'occupe de la salle et moi qui m'occupe de toute la partie cuisine du coup. Donc vous faites toute la cuisine tout seul ? Voilà. Et vous créez vos menus ? Je crée mes menus, je vais voir les producteurs de fruits et légumes, hein, c'est pas trop compliqué, on traverse la rue, donc ça pour le coup c'est plutôt simple. C'est moi qui vais choisir mes produits avec mes fournisseurs, qui les travaille en cuisine et puis des fois qui suis amené à les présenter aux clients à table. Pour l'instant, ça fait 15 jours que vous avez ouvert le 1er décembre 2022, le jeudi soir. C'est ça. Vous avez déjà donc, du coup 2 week-ends d'ouverture. Vous en êtes où ? Comment ça se passe ? Ça se passe plutôt bien. Nous, on est un peu dans ce qu'on attendait. Après, on sait qu'il y a de grandes chances que la fréquentation augmente un petit peu dans les semaines à venir, voire dans les mois à venir, parce que la période de Noël, c'est jamais une période où les gens vont bien au restaurant. C'est vrai que le budget est plutôt concentré sur d'autres dépenses. Mais bon, ça reste encourageant. Et puis, on a essentiellement, on a que des bons retours des clients, que ce soit sur la cuisine, l'ambiance, le rythme. Donc, c'est vrai que c'est plutôt encourageant. Et du coup, aujourd'hui, pour nous donner un petit peu envie de venir vous voir, moi je suis déjà venu, j'ai de la chance, j'ai pu déguster déjà les premiers menus. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, quelques plats, peut-être pas encore des plats signatures, peut-être que c'est quelque chose qui viendra, mais des plats emblématiques qui pourraient nous donner envie, nous donner appétit? Moi, il y a quelque chose que j'aime bien pour commencer le repas, c'est commencer avec un petit pain chaud et un beurre à tartiner. Donc c'est vrai que c'est un peu l'empreinte du restaurant, un beurre travaillé selon les envies, selon les saisons aussi. Et moi c'est vraiment on parlait de souvenirs d'enfance tout à l'heure, c'est le petit pain chaud avec le beurre, c'est vraiment ce que je trouve ce qu'il y a de plus régressif. On peut parler de ça, on peut aussi parler en termes de plat signature, notre mignardise, peut-être aussi avec la guimauve flambée au sapin que vous avez pu goûter. C'est très 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 bon. Voilà, c'est vraiment l'histoire d'un gamin au bord d'un feu de camp qui grille son chamallow, quoi. C'est vraiment l'histoire que j'ai voulu retranscrire dans cette mignardise. Et au niveau de la carte, c'est un menu. Qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous proposez ? Il y a plusieurs plats, plusieurs. En fait, on propose donc deux formules, une formule entrée plat dessert à 35 € ou une formule entrée poisson viande fromage ou pré-dessert et dessert avec toujours donc mise en bouche et mignardise à 45 cette fois-ci. Et donc à chaque fois on propose 2 entrées, 2 plats, 2 desserts qui changent une fois par semaine. Il y a un des 2 plats qui reste, un des 2 plats qui change. Donc ça permet de pouvoir quand même travailler des beaux produits en pouvant s'organiser sur 2 semaines, mais en ayant une carte quand même qui change souvent, c'est-à-dire que les gens peuvent venir manger tous les 15 jours. La carte sera toujours différente. Le projet est ambitieux pour vous, chef de cuisine ?
Les plats qui tournent tous les 15 jours? Après, c'est une question d'opportunité. Et pour les plats qui tournent, j'ai toujours appris à travailler comme ça, que ce soit ici au Bougre d'Anne, quand j'ai commencé mon apprentissage, où là, les plats, on les changeait quand on avait envie de les changer. Donc, des fois, il y avait des plats qui restaient 3 jours, des fois un peu plus longtemps, si on avait des bons retours et que ça nous plaisait. Pareil, dans les différents restaurants où j'ai pu travailler, il y a toujours eu un peu ce renouvellement de cartes fréquent, mais pour moi, c'est essentiel. On peut pas... les cartes qui restent 3 mois selon les saisons, une carte été, une carte automne, une carte hiver, une carte printemps, ça marche plus aujourd'hui, quoi. Les gens ont besoin d'avoir toujours du renouvellement, et c'est vrai que faire 4 cartes dans l'année, puis même pour nous en tant que cuisinier, c'est un peu rébarbatif de travailler les mêmes produits pendant 3 mois. Puis il y a des produits qui restent pas 3 mois, quoi. Quand on veut faire 3 mois de fruits rouges, il y a des années ça passe, et puis à la fin, quand on est au tout début de la saison, en fin de saison, les produits sont pas qualitatifs. Donc pour moi, ça sert à rien de s'acharner sur un produit si on peut avoir de bien meilleurs produits ailleurs, quoi. Ouais, bien sûr. En gros, pour dire à nos auditeurs, si vous venez toutes les semaines, à chaque fois, vous avez des nouveautés. Voilà, toutes les semaines, il y a un plat sur 2 qui change. Donc vous pouvez venir manger une fois par semaine et manger une fois par semaine des choses différentes. Le message est passé. Le message est passé. Bon, on va revenir un petit peu sur votre parcours de vie. Mathéo Ravel, vous êtes né le 7 mars 2003 à Saint-Priest-en-Jarret. Vous avez grandi à Saint-Étienne et ses alentours et à Vauches. Vous avez un frère qui fait de la cuisine aussi, de la pâtisserie. Qui est en pâtisserie, oui, chez mon papa en apprentissage. Votre père, donc du coup, qui est boulanger, votre mère qui est naturopathe et réflexologue. Vous avez passé un bac techno hôtellerie-restauration et puis un BTS dans le management hôtellerie-restauration. Et puis la suite de l'histoire, on va la raconter plus tard. Voilà. Mathéo Ravel, qui étiez-vous petit ? Ça, c'est une bonne question, ça faut creuser. Petit, je pense que j'étais plutôt un petit qu'on avait besoin de canaliser. J'avais tendance à partir dans tous les sens assez rapidement. Et je pense que ça se ressent un peu dans ma cuisine, mais alors je sais pas si on peut encore parler d'expérience, parce qu'à 19 ans, ce serait peut-être un peu prétentieux. Mais oui, je pense que j'ai appris un peu à canaliser ça et à recentrer cette énergie sur mes plats et faire en sorte que ça parte pas dans tous les sens non plus, quoi. Mais c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à, si je me mets pas moi-même des limites, je pourrais sortir un plat avec peut-être 10 éléments différents, mais on s'y perdrait, donc c'est pas l'intérêt, quoi. Mais oui, j'ai toujours cette tendance à vouloir en faire toujours plus, à jamais être satisfait de ce que je sors, mais même dans mes plats qui sont pour les gens aboutis, il y a toujours des trucs où j'ai envie d'aller plus loin, quoi. Et comment ça s'exprimait quand vous étiez plus jeune ? En famille ? Là, ou à l'école, au collège? Là, je suis quelqu'un de très bavard. J'aime bien parler avec les gens. Je pense, un bon contact avec les gens. Et ça se ressent aussi, toujours ici au restaurant, où à la fin du service, une fois que j'ai un moment un peu calme, une fois que les premiers desserts sont envoyés, j'aime bien aller faire un petit tour de salle, et je passe facilement, je pense, 1 heure et 1h30 à discuter avec les gens qui sont venus passer un moment à notre table. Et pour moi, c'est important parce que ça permet d'avoir aussi un retour sur ce qu'on a fait. Et puis, je pense que pour comprendre une cuisine, il faut aussi comprendre un chef et comprendre d'où tout ça vient, comprendre un petit peu l'origine de tout ça, quoi. Et pour vous, comment se fait le choix du bac hôtellerie-restauration ? Moi, j'ai eu la chance d'avoir des facilités à l'école, mais de vouloir assez rapidement quitter la voie générale, parce que pour moi, c'était une voie où je voyais pas d'intérêt, je voyais pas de but, et j'avais besoin de comprendre l'intérêt des choses que je faisais. Et c'était pas quelque chose que j'avais au collège. En fait, assez rapidement, j'ai voulu m'orienter vers la cuisine. Donc j'ai eu ma maman qui, avant d'être naturopathe, a tenu un restaurant pendant 1 an et demi à Saint-Étienne, vers le quartier Château-Creux. Donc déjà, voilà, un peu comme Obélix est tombé dans la potion, moi je suis tombé dans le pétrin et dans la cuisine quand j'étais petit, quoi. Donc c'est vrai que le chemin était tracé. Et moi, je voulais m'orienter à la base sur un CAP, partir en apprentissage comme mon papa qui est passé par là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, c'est vrai que l'apprentissage, c'est quand même la meilleure école pour apprendre un métier manuel. Mais c'est vrai que vu que j'avais la chance d'avoir ces facilités-là, que ce soit le collège ou même mes parents m'ont un peu forcé la main et m'ont dit fais peut-être un bac, ça peut être intelligent si jamais on sait pas ce qui peut t'arriver. Si t'as un souci, tu peux plus faire cuisine, que t'as juste un CAP, tu peux pas reprendre des études derrière, c'est compliqué, quoi. Et c'est vrai qu'avec le recul, ils ont raison. Et puis derrière, après, l'apprentissage, j'ai pu le faire sur mon BTS. Donc non, et puis même, je pense que ça m'a aussi ouvert sur d'autres choses. Le fait d'avoir fait ce bac techno, ça m'a aussi ouvert sur le métier de serveur. Et aujourd'hui, j'aime autant passer du temps dans ma cuisine pendant le service à envoyer les plats qu'aller voir les clients, leur conseiller des vins, faire avoir aussi cet échange-là, quoi.
C'est intéressant parce que quand on voit le restaurant, hein, c'est une cuisine ouverte en fait, hein, donc vous cuisinez au milieu des clients. C'est ça. Donc il y a cette proximité-là, c'est un choix assumé. C'est un choix assumé, bien sûr. Moi, c'était le gros point qui a fait qu'on s'est installé ici et pas ailleurs. Donc après, je connaissais aussi l'établissement d'avant, donc il y a ça qui a joué. Mais oui, j'aime beaucoup un peu cette idée de. On peut comparer ça avec la musique, mais je trouve on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre la cuisine et la musique. Et c'est un peu comme un concert, quoi. C'est-à-dire que les gens viennent, s'installent à table, et puis à nous après derrière de suivre la partition et de dérouler, quoi. Ouais. Donc on mange et puis il y a le spectacle aussi. Voilà. En février et mars 2020, vous faites un stage chez Régis et Jacques Marcon. Ça, c'est une date marquante pour vous. C'est deux chefs que je trouve fantastiques de par les valeurs qu'ils transmettent à leurs équipes. C'est vraiment c'est une famille, quoi. D'ailleurs, c'est pas anodin. Régis Marcon, tout le monde l'appelle papa. C'est vraiment le papa de la maison, quoi. Il y a vraiment cet esprit familial, bienveillant, mais que ce soit entre eux dans les équipes ou même moi quand je suis arrivé là-bas. Donc en fait, j'étais stagiaire. D'arriver sur les premiers jours et d'avoir Monsieur Marcon qui vient trier la salade avec moi, c'est une image forte parce que d'avoir un chef 3 étoiles de son envergure qui vient trier la salade avec un stagiaire, c'est... Ouais, au début, on trie la salade, on est tremblant quand on sait pas si on fait correctement, alors que c'est des choses toutes simples que tout le monde sait faire à la maison. Enfin, trier une salade, il y a rien de compliqué, il y a pas besoin d'avoir fait un bac techno, enfin, ou d'avoir fait des études de cuisine pour trier de la salade, quoi. Mais c'est vrai que, ouais, c'est des sensations, rien que là d'en parler, ça me rend tremblant, quoi. Mais ouais, non, c'est vraiment un chef que j'admire de par son humanité et puis même de sa cuisine, d'avoir vraiment cette volonté de prendre les produits du terroir et de les mettre en avant avec des techniques nouvelles et puis aussi des saveurs d'ailleurs, quoi. Et c'est un peu ce que j'essaie de mettre dans ma cuisine. Ouais. Donc là, on est en février-mars 2020 et à peine plus de 2 ans après, le 10 novembre 2022. Vous rachetez le restaurant Le Bougre d'Âne où vous aviez fait votre stage en début de BTS, pardon. Ouais, j'ai passé 3 ans ici dans cet établissement avant de racheter. J'ai eu la chance d'avoir une principale assez ouverte au renouveau et qui fasse un peu à ma demande de vouloir faire plus de pro, qui manquait un peu en bac techno. M'avait dit, si tu veux, les vendredis, au lieu d'aller en cours, vu que c'était une petite journée, t'iras en entreprise et puis comme ça te permettra de toucher un peu de cuisine et voilà, quoi, tout le monde est gagnant. Moi j'étais plus épanoui, j'avançais plus avec eux aussi, donc voilà, j'ai fait 2 ans en première et en terminale ici. Tous les vendredis je venais travailler là et après, donc c'est vrai que la question s'était posée de faire ma première année d'apprentissage ici et voilà, je voyais l'opportunité d'avoir un peu plus de responsabilité dans cette cuisine et au final, c'est ce qui a été le cas, puisque le chef a vu que je m'en sortais plutôt bien, et petit à petit, il a commencé à me laisser à la cuisine, à être un peu absent du restaurant. Donc, j'ai été livré à moi-même avec une apprentie pour faire tourner le resto, et donc Patrice en salle avec un apprenti aussi. Donc ouais, au début, ça met 2-3 claques, parce que quand on a personne au-dessus de soi pour te dire, là, tu fais pas correctement, fais comme ça, tu vas gagner du temps, c'est un peu on réagit une fois qu'on a la tête sous l'eau, quoi. Faut apprendre à nager sans brassard. L'école de l'autonomie, quoi. Voilà, c'est ça. Débrouille. C'est la débrouille. Il n'y a pas le choix. C'est ça. Et comment vient l'idée du coup du rachat du restaurant, carrément? En fait, à 19 ans, c'est courageux. C'est vraiment l'opportunité, quoi. Moi, donc à la deuxième fermeture des restaurants à la Toussaint de 2020. Donc il y a eu ce deuxième confinement, un peu, si on peut dire ça comme ça, et je me suis dit, est-ce que je fais pas une bêtise de rester là, parce qu'en fait en soi j'apprends rien à part apprendre par moi-même, et je pense qu'il y a d'autres chefs qui peuvent m'apporter plus que ce que j'apprends là. Donc est-ce que c'est pas une bonne idée peut-être de partir, d'aller voir ailleurs, voilà. Et c'est là où j'ai pris contact avec un restaurant sur Lyon, le Culine Hortus et Victoire et Thomas. Et donc là, c'est vrai que ils m'ont tout de suite fait confiance, ils m'ont pris en apprentissage pour finir du coup ma 2e année. Et donc oui, c'est vrai que là j'ai eu l'opportunité de travailler dans un restaurant gastronomique végétarien et dans un restaurant bistronomique qui faisait des plats partagés et bar à vin. Donc ça a pu combler à la fois ma soif de vin, entre guillemets, c'est-à-dire d'en apprendre un peu sur les vins, les différents vignobles, les accords, les choses comme ça, et à la fois sur une cuisine qui m'était totalement inconnue, la cuisine végétarienne, parce que moi je suis plutôt un viandard à la base. Pour moi la cuisine c'était une bonne côte de bœuf, un bon jus, et puis voilà, quoi. C'est vrai que construire un plat tout autour du légume sans avoir une empreinte animale au début, c'était un peu compliqué.
C'était un peu compliqué, mais dès que je suis arrivé là-bas, peu de temps après, je suis allé manger là, au restaurant pour découvrir un peu cet univers. Et c'est vrai que j'ai pris 2-3 claques sur des jus avec que du légume, pas de viande. Je me suis dit, c'est vrai qu'il y a quand même des choses à faire avec le légume, quoi. Une nouvelle découverte. Une nouvelle découverte. Donc le 10 novembre, vous rachetez le restaurant, Voilà. 2022. Et le 1er décembre, c'est-à-dire 3 semaines après, Mm. vous ouvrez, Bah, selon la table des Matrues. Voilà. Waouh, Bah, en 3 semaines. Bon, en 3 semaines, bon, on a été pas mal aidés. Il y a les parents, les grands-parents qui ont mis un peu la main à la pâte. Ma maman qui nous a aidés pour la déco, pour tout ce qui est communication, le logo. Mon grand-père qui a fait la peinture. Il nous a monté aussi une grande table pour pouvoir accueillir les groupes. Donc ouais, non, on était mais pas mal aidés un peu par tout le monde. Et puis voilà, quoi. Comment vous décririez l'ambiance du restaurant? Ce que vous avez voulu apporter? C'est très chaleureux. Ouais, hein, c'est très ici, chaleureux. on est dans la salle, ouais. Moi, je pense que le premier truc, avant même de découvrir la carte, faut que les gens, quand ils arrivent, ils se sentent bien accueillis, ils se sentent chez eux, ils se sentent à l'aise. Parce que si on se sent pas à l'aise, on peut pas derrière profiter pleinement du repas qui va suivre. Donc ouais, non, dans l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose d'assez cosy, un peu chaleureux, avec pas mal de bois, de choses comme ça, mais à la fois assez épuré, assez peut-être pas classe non plus, parce que c'est pas du tout. Nous, dans l'idée, ça va pas être d'aller chercher les étoiles Michelin, d'avoir des menus qui vont atteindre les 80-90 euros. Nous, enfin pour moi, vraiment, la cuisine, c'est le partage. Ça doit être accessible à tous. Alors même si on peut pas aller manger tous les jours un menu à 35 euros au restaurant, mais voilà, pour moi, c'est une table qu'on doit pouvoir, voilà, qui doit être accessible. Où on peut aller une fois tous les 2 mois, enfin voilà quoi. Ou toutes les semaines. Ou toutes les semaines. Ou toutes les semaines, bien sûr, pour ceux qui ont vraiment envie de se faire plaisir et qui ont un budget un peu plus conséquent. Du coup, le 1er décembre, l'ouverture. Comment vous vous sentez juste avant? Eh ben, comme je l'ai dit à la radio le premier jour de l'ouverture, on a eu la chance d'avoir France Bleu qui nous a contactés pour faire un petit passage à la radio. Et ben, bizarrement, j'étais plutôt serein. J'étais pas forcément très inquiet parce que bon, je m'étais bien organisé, ma mise en place était carré, il y avait pas de souci par rapport à ça. Et puis comme je disais, on a la chance d'être dans un établissement qu'on connaît, avec des gens qu'on connaît, donc voilà, on l'a déjà fait par le passé, il n'y a pas de raison que ça marche pas aujourd'hui. Et puis on voit avec 2 semaines d'ouverture, c'est peut-être un peu prématuré, mais on voit que les gens sont au rendez-vous et que ça commence à prendre un peu d'ampleur. Ouais. Vos premiers clients, j'imagine que c'était beaucoup des proches, des connaissances. On a eu une table surprise, ça c'est pour la petite anecdote qui est assez rigolote. En fait, j'ai mon grand-père qui a réservé une table donc pour 10 personnes avec un nom autre quoi. Et donc nous on voit la réservation, on se dit 10 personnes et puis on n'a pas pensé à demander un numéro de téléphone. Et puis le matin, on se dit tiens, on n'a pas de nouvelles, on va essayer de trouver cette personne histoire d'être sûr qu'on se fasse pas planter de 10 couverts parce que bon 10 couverts sur une salle qui en fait 25, c'est énorme quoi. Et donc là mon associé prend tout alors je me rappelle plus le nom qu'il avait donné, mais enfin bref, mon associé prend tous les noms dans l'annulaire, voilà. Et au final, on n'a pas trouvé cette fameuse personne. Juste au moment où il avait fini d'appeler tous les noms de Saint-Étienne, il nous a rappelé, il nous a dit oui. Juste pour vous confirmer, du coup, on viendra bien à 10 au nom de... Voilà, je me rappelle plus du nom qu'il avait donné, mais... donc du coup, mon associé, il a passé une demi-heure, 3/4 d'heure à appeler tous les gens de Saint-Étienne qui avaient le même nom, quoi. Excellent. Donc voilà, c'est un peu resté. Et depuis, la clientèle, c'est les nouveaux clients maintenant? Des nouveaux clients, des anciens habitués du Bourg-Roden qui, quand ils passent, se disent ça y est, ça a rouvert, et puis ils voient nos têtes, ils se disent c'est bizarre, ils travaillaient déjà là avant, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça a fermé? Au final, ils rentrent, on discute un moment, et puis ils viennent découvrir un peu ce nouvel établissement, et ils repartent pas déçus, donc c'est l'essentiel. Ouais. Parmi dans votre parcours, qui malgré votre jeune âge est déjà très riche, est-ce que vous avez des mentors, des personnages qui vous inspirent, des gens fictifs ou réels qui vous aident par leur présence, qui vous ont aidé, qui vous inspirent aujourd'hui? Comme je disais tout à l'heure, c'est Régis Marcon. Je pense qu'en termes de cuisine, c'est vraiment je pense que ma cuisine aujourd'hui, elle s'inspire un peu de son identité avec mes petites touches bien sûr, mais c'est voilà cette envie de mettre en avant le terroir, mettre en avant des souvenirs d'enfance, mettre en avant tout ça pour faire partager ça avec le client. Voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment une personne qui a pu m'aiguiller quand j'étais en stage chez lui. À l'époque, je préparais des concours et il m'avait dit
t'iras t'entraîner. Son fils à l'époque travaillait sur le trophée masse. Il m'avait dit, il a besoin d'un commis. T'iras faire le commis avec lui pour ses entraînements. Comme ça, tu verras comment on s'organise sur un concours haut niveau, quoi. Et donc c'est vrai que ça m'a pas mal aidé. Mais c'est vraiment une belle personne avec de belles valeurs et hyper pédagogue. Voilà, pour lui la cuisine c'est le partage et la transmission, quoi. Donc c'est vrai que c'est des valeurs que j'essaye de remettre dans ma cuisine. Alors aujourd'hui j'ai pas d'apprenti, je vais avoir un stagiaire au mois de janvier. Mais voilà, dans l'idée c'est aussi de partager, que ce soit avec les clients mais aussi avec ses équipes. Voilà. D'autres personnes, alors là c'est un peu plus particulier. Je rigole parce que je le sais déjà. Donc là on part plus sur le foot, sur le côté sportif. Il y a un joueur qui m'a marqué, mais depuis tout petit, quand il est arrivé en France, c'est Zlatan Ibrahimovic, qui a je trouve un caractère. Enfin c'est un lion, quoi. C'est vraiment un mec qui lâche rien. On peut le trouver hautain, on peut le trouver un peu prétentieux. Mais c'est un joueur qui est incroyable et aujourd'hui il a 42 ans. L'année dernière il est encore champion de Serie A. Enfin, il arrive encore à jouer à haut niveau et à être important dans un vestiaire comme celui de l'AC Milan. Donc non. Et puis vraiment moi c'est cette combativité que j'admire chez lui et ouais, quand on me retrouve sur les terrains de sport, je pense que j'ai aussi un peu cet esprit de rien vouloir lâcher quand on commence à être dans les moments difficiles à vraiment devenir je sais pas comment dire, mais voilà cette combativité et cette hargne que j'admire chez lui. Ouais. Un autre chef aussi qui vous inspire ? René Redzepi, le chef du Noma Copenhague, qui a été élu un des meilleurs restaurants du monde l'année dernière, qui a une cuisine très créative avec beaucoup de fermentation, une cuisine très vivante. Donc là, pareil, j'essaye aussi de me lancer un peu dans des choses comme ça. J'ai mon levain naturel qui est dans un coin de la cuisine qui me permet de faire mes focaccia pour servir avec les beurres en amuse-bouche. J'essaye aussi de faire des fermentations, des choses un peu particulières. Là, j'ai lancé une fermentation de champignons à la grecque, donc avec de la coriandre, un peu de piment, des choses comme ça. Donc après, à travailler, je vais voir selon le rendu. Ça va peut-être m'inspirer quelque chose. Ouais, voilà. Moi, j'essaye un peu à l'image de ce chef-là. Quand je construis mes cartes, je me dis pas j'ai cette idée-là, je vais faire ça. C'est dans un premier temps, je vais voir mes fournisseurs, les producteurs de fruits et légumes, je leur dis cette semaine ou la semaine prochaine, qu'est-ce que vous avez d'intéressant ? Et selon ce qu'ils me proposent, là j'adapte ma carte, mais ça sert à rien de vouloir dicter au produit ce qu'on va en faire. C'est plus l'inverse, c'est le produit qui nous dit d'une semaine sur l'autre, les courges elles peuvent être plus sucrées, moins sucrées. Donc peut-être avec une courge très sucrée, on va plutôt avoir envie de la travailler en dessert, ou alors si elle a moins de sucre, un peu plus ferme, la travailler crue en salade. Ouais, voilà, c'est vraiment le produit qui fait que on travaille d'une certaine manière ou d'une autre, quoi. On est assez dépendant de nos fournisseurs. Ouais. Vous parliez de votre attitude sur les terrains de sport, donc on va en venir à vos passions. Racontez-nous alors. Qu'est-ce qui vous permet de passer le temps ? J'imagine déjà que vous êtes quand même très occupé avec l'ouverture du restaurant. Déjà, c'est assez compliqué. C'est déjà chouette de se dire qu'il peut y avoir des passe-temps à côté. On arrive toujours à trouver du temps, mais surtout cette année, j'ai été obligé de mettre ça un peu de côté pendant 1 an et demi quand je suis parti à Lyon, parce que c'est plus compliqué. Mais là, depuis cette année, j'essaie vraiment de me remettre un peu dans le sport avec l'Ultimate, avec le club des Fumbles. Donc que ce soit sur le jeu en tant que joueur, mais aussi sur du coaching et de l'accompagnement avec les jeunes, que ce soit avec la section sportive en partenariat avec le collège de Vauche où j'étais, ou avec l'entraînement des jeunes le dimanche matin. L'Ultimate, c'est du frisbee en sport collectif. C'est ça, dans l'idée, c'est un peu je vais pas dire une passe à 10, mais c'est de se faire des passes pour attraper le frisbee dans une zone d'en-but adverse. Donc voilà, dans l'idée. Et donc là, un domaine où vous êtes, encore une fois, vous parliez de partage tout à l'heure, et finalement là, vous partagez aussi avec les plus jeunes de la section. Voilà, c'est ça. Pour les aider à progresser. Je passe plus de temps à faire du coaching que vraiment à jouer, mais je trouve ça aussi intéressant parce que ça permet aussi de se dire, moi, quand j'ai commencé, j'étais bien content d'avoir des adultes qui avaient un peu d'expérience, qui ont pu me montrer comment faire certains lancers, comment avoir une approche tactique sur le terrain. Et je trouve que c'est intéressant de rendre l'appareil aux jeunes qui commencent et de pouvoir transmettre. Et puis c'est aussi hyper intéressant de les voir évoluer, de les prendre en début d'année avec le niveau qu'ils ont, et puis de voir en milieu, en fin d'année, l'évolution qu'on a pu avoir avec eux. Mais même nous, en tant que coach, ça nous permet toujours d'apprendre des choses sur nous-mêmes, sur l'encadrement d'une équipe, et c'est des choses que je retrouve en cuisine derrière quand je suis amené à travailler avec d'autres personnes. Ouais. Vous parliez tout à l'heure de musique.
De musique aussi, Guitare. Oui. Guitare, oui. Je fais de la guitare depuis. Là, c'est vraiment à mes heures perdues. C'est plus pour le fun que de dire que j'ai un bon niveau en guitare. Mais ouais, non, j'aime bien me poser avec la guitare, chanter un peu, m'accompagner. Ouais, que ce soit un peu dans tout style. Dans tout style plutôt plutôt acoustique, quoi. Ouais. Ça vous aide à vous détendre. Ça m'aide à me détendre. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme problématique au niveau du restaurant, au niveau de... La communication attire une nouvelle clientèle, parce que c'est vrai que quand on est cuisinier ou serveur, c'est un autre métier. Il y a des restaurants qui font appel à des agences de communication. Ça représente un budget. Nous, on essaie de le faire par nous-mêmes, donc ça prend du temps. C'est pas notre métier. Il y a des codes, il y a des techniques, et donc je pense qu'on apprend un petit peu au fur et à mesure qu'on communique, mais on verra bien avec le temps. Mais le but, c'est de réussir à se créer un réseau, et c'est vrai que c'est un peu compliqué au début quand on part de zéro, quoi. Ouais. Et justement, j'en viens sur une de vos valeurs fondamentales, le partage. On en a déjà parlé, et je crois que vous l'incarnez très très bien. Vous me parliez de persévérance. Oui, faut rien lâcher. Faut rien lâcher. C'est le côté Zlatan. C'est le côté Zlatan, un échec. Ça arrive que des fois en cuisine, on fasse des tests, et puis on goûte, on se dit c'est immangeable, faut laisser tomber. Alors, des fois, oui, il faut laisser tomber parce que l'accord est pas bon, et là, il y a rien à dire. Mais je pense que, ouais, il y a toujours des trucs à faire pour aller creuser, aller plus loin, et remettre en question même les choses qu'on pense avoir acquis. Soit dans les techniques fondamentales qu'on apprend à l'école. Rien n'est jamais acquis. Il faut toujours aller creuser, aller plus loin, se documenter. Moi, j'ai une bibliothèque de livres de cuisine. Il doit y en avoir peut-être une 50aine, et je ne veux pas dire une fois par mois, mais pas loin, j'achète un nouveau livre d'un chef que je connais pas ou que je connais, mais qui a sorti un nouveau livre, pour toujours aller voir ce qui se fait ailleurs, toujours aller développer cette créativité-là. Mais de toute façon, moi, par rapport à ça, je suis lucide, hein. J'ai pas la prétention d'être un chef de cuisine qui va révolutionner la cuisine ou inventer la cuisine. Je m'inspire que de choses que je vois, et je les remets à ma sauce, quoi. On n'invente rien, juste on pioche à droite à gauche, et puis on fait quelque chose qui nous ressemble avec. Ouais. Pour gérer le stress, parce que malgré tout, vous avez dit tout à l'heure que le jour de l'ouverture, vous n'étiez pas particulièrement stressé. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas de difficultés particulières par rapport à ça. Malgré tout, vous êtes dans un domaine professionnel, vous jouez entre guillemets votre vie, hein. Enfin, c'est le démarrage en tout cas. Comment vous gérez le stress aujourd'hui ? Le plaisir. Le plaisir. Faut prendre du plaisir. Waouh. C'est très bête, mais moi, quand on est arrivé là au début, alors c'est vrai que j'angoisse un petit peu, parce qu'on savait pas si on allait avoir le resto, on savait pas comment ça allait se passer, l'ouverture, mais c'est des choses qu'on maîtrisait pas. Et puis faire des papiers quand on est cuisinier, c'est pas forcément notre première passion, quoi. Mais je pense que pour tout le monde, quand il faut monter un restaurant, toutes les démarches administratives, si on peut s'en passer, on s'en passe. Mais ouais, non, je pense que dès qu'on commence à prendre du plaisir, et que les gens le ressentent derrière, il y a plus de stress, en fait. Parce que justement, le plaisir prend dessus là-dessus. Et ouais, il y a plus de stress, il y a plus de questions, on se pose plus de questions. C'est juste, je fais les choses comme ça me vient, comme ça me plaît, ça plaît aux gens. Le contrat est signé, c'est réussi, quoi. Le fait de vivre cette aventure à deux, en quoi c'est important pour vous ? Faut être d'accord. Déjà, quand on est arrivé là, quand il a fallu qu'on se mette d'accord sur les couleurs des murs, on avait l'impression d'être un vieux couple qui emménageait dans une nouvelle maison. C'est ce qu'on disait au début, on s'est pas engueulé pour le nom, on s'est pas engueulé pour les papiers, pour les chiffres, on s'est engueulé pour rien du tout. Par contre, on est arrivé ici, il a fallu qu'on trouve la peinture, on avait 2 murs à repeindre, et notre première engueulade, c'était la couleur des murs. Donc voilà, c'est sur des choses comme ça, mais parce que on était tendu, c'est là où on prenait pas, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais on prenait pas forcément de plaisir à mettre tout ça en place, parce qu'on avait, on s'est aussi fixé un délai qui était court, mais on avait un délai à respecter, on avait annoncé à tout le monde, qu'on ouvrait le premier, donc fallait que ça avance, et voilà. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais ouais, maintenant qu'on est tous les deux dans ce qu'on aime faire, Patrice en salle, à conseiller le client, à faire toute cette partie-là de service et moi en cuisine, à travailler les produits que j'aime, il y a plus du tout de friction, et on retrouve l'ambiance qu'on avait un petit peu quand on est arrivé là, moi il y a 3 ans, et qu'on travaillait ensemble, lui en salle et moi apprenti à l'époque. Ouais. Je vous cache pas que quand on est venu goûter votre cuisine, j'ai été marqué justement par l'attitude de Patrice et la façon dont il vantait. Alors,
entre guillemets vos mérites, mais vos plats en tout cas. Ouais. Et on sentait le plaisir qu'il avait à nous les expliquer. Ou des fois il y avait un trou, il venait vous voir et il revenait à table pour nous dire. C'était un gosse qui partageait. La génial. table des Matrus, c'est pas pour rien. C'est vraiment, nous, on est. Alors, Patrice, il a 54 ans. C'est plus trop un gamin, mais je pense que dans notre vision des choses, voilà, on est vraiment dans cette. Dans cette insouciance. Voilà, on est là, on fait ce qu'on aime, on essaye de servir le client au mieux, sans complexe, et puis lui faire passer un bon moment. Et voilà, il n'y a pas de tabou. Des fois, il a un trou de mémoire, il vient me voir. Moi, des fois, j'ai un trou sur des trucs, je vais le voir, et puis voilà, quoi. C'est vraiment. Voilà, on essaye d'avoir une cuisine et une ambiance qui est sans complexe, qui est confortable pour le client quand il vient, et juste faire en sorte qu'il passe un bon moment, quoi. Et même dans les plats, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas 15 000 éléments qui servent à rien, 15 000 décos. C'est vraiment un produit bien travaillé, un petit accompagnement, une sauce, un jus, et voilà, quoi. Faut que ce soit goûteux, efficace, et que quand on goûte, si on peut prendre une claque, c'est encore mieux, quoi. C'est encore mieux. Malheureusement, Patrice Diaz n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. C'était prévu qu'il soit avec nous, mais c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez quand même nous raconter son parcours à lui, son histoire, et voilà, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous avez lancé cette aventure tous les deux? Patrice, lui, il a commencé la restauration jeune. C'était pas forcément une vocation au début. Il a fait le lycée hôtelier de Nice, et puis voilà, ça lui a bien plu. Il a travaillé un peu en salle. Il a fait pas mal de saisons, pas mal de choses comme ça, en brasserie, dans des belles brasseries. Et après, il a fait une petite pause un moment, la restauration, pour partir dans l'éducation. Il était éducateur spécialisé dans des établissements qui accueillaient des personnes en situation de handicap, ou dans des foyers, dans des choses comme ça. Et il a repris la restauration quand il est revenu sur Saint-Étienne il y a 10-15 ans, si je vous dis pas de bêtises. Il a travaillé, il a été serveur au Glasgow, Nota Bene, il a fait pas mal de terrasses, de choses comme ça. Il a travaillé aussi au Bourg-Gredane ici pendant 6 ans. Il a travaillé à la cantine du coin vers Châteaucreux, qui, pour l'anecdote, est l'ancien restaurant de ma maman, le restaurant qu'elle a tenu pendant 1 an et demi. Donc il y a une personne qui a repris entre-temps, qui a pas réussi à faire tourner le truc, et donc l'actuel propriétaire, Mathieu, a repris ce restaurant-là. Et pour l'anecdote, si vous allez dans les toilettes de la cantine du coin, vous verrez mes dessins affichés au mur. Ils y sont toujours. C'est moi à l'époque qui avais fait les dessins pour. Quand vous étiez petit? Quand j'étais petit, j'avais 10 ans. C'est ça, je devais avoir 9-10 ans, et du coup, c'est vrai que vu que c'était la cantine, il y a ma grand-mère qui avait cousu des trousses pour ranger les couverts avec la serviette. Moi, j'avais dessiné, fait des dessins pour mettre dans les toilettes. Il y a des photos de classe de mon grand-père, si je vous dis pas de bêtises. Des objets anciens qui étaient à mon arrière-grand-mère. Et donc moi, c'est vrai que en plus, avec Patrice, on s'entend bien avec Mathieu, c'est un peu un copain, donc on y va manger souvent, le midi. C'est un peu notre cantine, justement. Et c'est vrai que quand on va là-bas, moi, ça me fait toujours un petit pincement au cœur de voir qu'il y a toujours ces objets-là qui n'ont pas bougé, quoi. En parlant de dessin, qui a dessiné votre logo? C'est la fille de Patrice qui l'a dessiné. La fille de Patrice, qui dessine super bien, qui nous a fait des petits projets. Nous, on a dit ce qui nous allait, ce qui nous allait moins bien, et puis au final, on est arrivé à ce dessin-là qu'on a donné à ma maman derrière, et qui a mis en page un peu ce logo-là, avec les écritures en dessous, voilà, quoi. Ouais. C'est une histoire de famille, quoi. C'est une histoire de famille. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. On a mis tout le monde à contribution, et puis voilà. Bon, maintenant qu'on connaît un peu mieux votre histoire et celle de votre associé, on va parler un peu d'avenir. Comment vous voyez l'avenir aujourd'hui, déjà pour le restaurant? Qu'est-ce que vous ambitionnez? On essaye, que ce soit Patrice ou que ce soit moi, on essaie vraiment de voir au jour le jour comment ça avance, et pas trop de faire de plans sur la comète. Voilà. Après, on a des objectifs, parce que pour moi, même dans la vie de tous les jours, c'est essentiel d'avoir des objectifs, de se dire, là, dans 1 an, mon but, c'est d'arriver là, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et voilà, nous, c'est vrai que notre gros projet, on va dire, pour le restaurant à court moyen terme, c'est d'arriver à rentrer au Michelin avec le Bim Gourmand. C'est pour ça aussi qu'on s'est fixé la barrière à pas dépasser des 35 € sur la formule. Donc voilà, dans l'idée, c'est très prochainement, alors pas dans ce guide-là, parce que c'est pas assez longtemps qu'on est ouvert, et puis je pense qu'on n'a pas encore le niveau pour prétendre arriver dans le Michelin avec cette distinction-là. Mais je pense que dans 1 an ou 2, si on continue comme ça, qu'on arrive à bien travailler, peut-être à recruter une personne pour vraiment pouvoir faire des choses plus qualitatives,
Je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Et c'est vrai que ce serait peut-être pas une consécration, mais une belle étape d'en arriver là, quoi. Vous parliez d'embaucher éventuellement quelqu'un. C'est vrai que ça paraît encore une fois courageux quand même d'ouvrir un restaurant dans la période qu'on connaît. On sait que voilà, l'hôtellerie-restauration, c'est quand même un secteur qui a énormément souffert ces dernières années, qui manque énormément de main-d'œuvre. Comment vous l'appréhendez, ça? Alors, je dirais pas que la restauration manque de main-d'œuvre, je dirais plutôt que c'est aussi une remise en question des employeurs qu'il faut avoir. Parce que pour l'avoir vécu aussi, on peut pas demander à des employés de travailler pour à peine plus du SMIC, pour des commis ou même pour des chefs de partie. Enfin, les salaires montent un peu, mais bon, ça reste voilà. Et de faire des semaines de 65-70 heures avec 2 jours de repos et faire des journées de 12 heures, quoi. Aujourd'hui, c'est plus possible. Les gens veulent plus travailler là-dedans. Et c'est pour ça qu'il y a eu un peu ce problème-là après le Covid. Parce que pendant les confinements, il y en a beaucoup qui sont partis travailler dans des usines, dans des choses comme ça. Et c'est vrai que, ils faisaient 35 heures, payés 35, ils rentraient, ils posaient leur cerveau, ils rentraient chez eux, il n'y avait pas de questions à se poser sur est-ce que j'ai bien fait ça au boulot, est-ce qu'il manque pas un truc, est-ce que, voilà. C'est vrai qu'on a un métier où il y a quand même une pression psychologique, ou même quand on est chez nous, on se dit, voilà, moi quand je rentre chez moi le soir après le service, je me pose toujours 5 minutes pour me dire, demain, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce qu'il faut que je commande auprès de mes fournisseurs. Voilà, donc c'est pour ça, nous après, je pense que l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est ouvert que 5 soirs par semaine. Alors même si on ouvre 2 midis en plus, ça laisse quand même 2 journées pleines, plus 3 demi-journées, quoi, de repos. Les gens vont faire, nos salariés vont faire 39 heures, payer 39 et terminé. Mais en même temps, dans d'autres corps de métier, je pense que si on fait faire 70 heures mais dans n'importe quel métier que ce soit, si on fait faire 70 heures au personnel et qu'on en paye 35, le personnel va pas rester. Il y a qu'en restauration, on voit ça, mais parce qu'on est piqué, on est passionné, c'est comme ça. Il y en a qui en profitent. Et il y en a qui en profitent. C'est normal. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Est-ce que c'est normal? Je sais pas, mais oui, en tout cas, c'est comme ça. Tout à fait. Et du coup, avec ce que vous expliquez là, justement, sur peut-être un peu moins d'ouverture, un peu plus de qualité, est-ce que vous pensez que c'est le modèle finalement qui pourrait, entre guillemets, sauver la restauration, ou en tout cas rendre la restauration plus attractive pour les jeunes? Et après, c'est pour les jeunes, oui, c'est vrai que ça ne peut que rendre ce métier plus attractif. Après aussi, le gros problème qu'on a et que j'ai aussi vécu quand j'étais au collège, c'est combien de fois on m'a dit, t'as 15 et demi de moyenne, tu vas pas partir en cuisine. Ouais. Pourquoi? La question elle est là. Pourquoi on veut toujours envoyer les jeunes qui sont soit en échec scolaire, soit qui sont complètement dégoûtés de la voie générale, sur ces voies professionnelles, que ce soit la cuisine, la pâtisserie ou même dans d'autres corps de métier, la chaudronnerie, les choses comme ça, on envoie, entre guillemets, tous ceux qu'on peut pas envoyer en général. Mais derrière, nous, on se retrouve en cuisine. Moi, aujourd'hui, par rapport à ma classe de bac techno, je suis peut-être pas le seul, mais sur 15, on doit être 3-4 à être resté en cuisine, quoi. Je suis le seul qui est en cuisine pure, je suis le seul à être resté en cuisine. Les autres, ils sont tous, il y en a 2-3 qui voulaient partir à la base en cuisine et qui se sont dit, ouais, finalement, la cuisine, c'est peut-être un peu compliqué, les horaires, machin, les chefs, puis il suffit de tomber sur des chefs cons aussi pendant l'apprentissage et puis ça dégoûte, quoi. Mais qui aujourd'hui, donc, travaillent toujours un peu dans ce secteur de l'hôtellerie, mais plus en cuisine, quoi. De bac techno, on est deux. On est deux à être restés en cuisine à proprement parler, quoi. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous n'avez que 19 ans, donc pour vous, l'école, c'était il y a à peine quelques années. Même pas, l'école, c'était il y a 6 mois. Ouais. Il y a 6 mois, j'étais encore sur les bancs de l'école au Renouveau. Ouais, c'est incroyable. Et, mais du coup, ce que vous dites sur l'orientation, sur l'apprentissage, moi, je trouve ça passionnant d'entendre quelqu'un de votre âge qui dit ça parce que vous l'avez vécu, vous y êtes limite encore dedans. Et voilà, de se dire que quelqu'un de brillant, s'il aime un métier, s'il a un appétit, sans faire de mauvais jeu de mots, pour un métier, vaut mieux avoir un cuisinier qui était brillant à l'école et qui a envie de le faire, plutôt qu'un ingénieur qui était brillant aussi à l'école mais qui a pas du tout envie de faire ça. Voilà, quoi. C'est ça. Moi, c'était vraiment ce dilemme-là parce que bon, quand je suis arrivé au collège, alors j'avais bien d'autres ambitions. Quand je suis arrivé au collège en 6e ou en 5e, je crois, j'avais un prof de techno, que j'aimais bien et puis j'aimais bien sa manière de voir les choses. C'était, enfin bref, c'était voilà. Et du coup, c'est vrai que quand je suis arrivé en 6e, j'aimais bien la techno, j'étais plutôt scientifique et je me suis dit, à la base, mon plan de carrière, c'était prof de techno ou ingénieur en aéronautique, quoi. J'étais passionné d'avions, de choses comme ça. Mes grands-parents m'avaient emmené à Toulouse au musée Airbus. J'étais fan, de tout ce qui était aéronautique, espace, choses comme ça. Enfin, ça me passionnait, quoi. Puis en fait, encore une fois, ça avançait. Puis je trouvais pas de sens à ça par rapport à moi, par rapport à ma vie, par rapport à ce que j'avais envie de faire, par rapport à ce que j'avais envie de... Voilà, comme je disais, déjà, j'étais quelqu'un qui avait toujours envie d'aller à droite à gauche et tout. Et en fait,
je voyais pas là-dedans les choses nécessaires à extérioriser cette énergie. Et donc voilà, après quand je me suis penché un peu plus là-dessus, quand je me suis penché un peu plus sur la cuisine, des choses comme ça, je me suis dit en fait je vais partir là-dedans. Mais direct en 4e, quand j'ai dit ça, on m'a dit mais Théo, t'as des super bons résultats, tu bosses bien. Qu'est-ce que tu vas t'embêter à aller faire cuisine où tu vas avoir des horaires de fou, tu vas pas avoir de vie de famille. Alors c'est vrai que quand j'étais voilà, je suis passé dans certaines boîtes, j'ai fait 70 heures par semaine. Ben le dimanche matin, je dormais, le lundi soir je sortais pas, j'avais le dimanche soir où j'arrivais un peu à sortir, le lundi matin, voilà. Et encore plus en apprentissage, mes coupures où j'avais 2h30 de coupure, ben déjà j'avais 3/4 d'heure pour aller et venir du boulot, 20 minutes de sieste et puis après le reste du temps je travaillais pour l'école, quoi. À votre avis, ce problème d'orientation, il est plus lié au système éducatif, à l'orientation à l'école, plutôt culturel avec les parents, c'est par rapport aussi aux collègues que vous avez dit tout à l'heure qui eux finalement n'ont pas poursuivi, ils étaient là parce qu'on leur a dit de venir. Ben, je pense que oui, on voit un peu ces voies professionnelles comme des voies de garage. Alors je trouve ça vraiment dommage. Je trouve que ouais, enfin c'est bête d'envoyer quelqu'un dans des métiers justement. Les gens le disent. La cuisine c'est un métier qui est compliqué. Tout ce qui est métier manuel de manière générale, c'est des métiers qui ont tendance à être physiques. Et c'est vrai que si c'est des métiers qu'on n'aime pas, ben c'est difficile de continuer là-dedans, quoi. Donc en fait, envoyer un jeune qui sort 3e, qui a 9-10 de moyenne en cuisine parce qu'il peut pas aller en général, ben le mec il va faire 2 années de CAP, peut-être qu'on va lui dire ben allez, fais 2 ans en plus pour avoir un bac pro, pour avoir un bac. En fait, il aura perdu 4 ans de sa vie en sortant de bac, il va se dire en fait ça me plaît pas du tout, je vais faire autre chose. Ouais. Donc en fait, il aura perdu 4 ans. Tout ça parce qu'au collège, on lui a dit pars en cuisine, de toute façon, tu peux pas aller ailleurs. Ouais. C'est-à-dire que non seulement pour lui ça sert à rien, mais en plus ça dévalorise la filière en fait. Et ça dévalorise la filière. Et puis même nous en tant que professionnels derrière, quand on doit accueillir des jeunes qui sont là, qu'on prend des jeunes en stage qui nous disent ouais moi je suis là parce que faut que je sois là. Nous sommes déjà arrivés au Bourg-Rodin, on avait une jeune qui était en stage, qui était en seconde je crois au lycée de Saint-Chamond. Et là c'était un peu l'inverse, c'était les parents qui étaient un peu dans le milieu qui nous ont dit bah tiens en cuisine. Et en fait nous on la voyait, bon elle avait un bon rapport avec les clients, mais on la sentait pas passionnée par ce qu'elle faisait. Et donc derrière ça se ressent, quoi, quelqu'un qui a pas envie d'être là, surtout quand on a là un métier de contact avec le client, quoi. La question que je vais vous poser est un peu bizarre parce qu'à votre âge, vous n'êtes pas du tout là-dedans, j'imagine. Mais si un jour vous êtes parent, que vous avez des enfants brillants, est-ce que vous pensez que vous aurez encore ce recul et cette lucidité pour dire non, on fait de l'apprentissage? Ben, moi, je pense que avec le recul, j'en ai voulu à mes parents quand ils m'ont envoyé en bac techno, je leur en ai voulu un petit peu parce que je me disais, l'école, ça me saoule, je veux aller bosser, voilà. Et au début, j'en ai voulu, mais avec le recul, je comprends et je regrette pas parce que j'aurais pas pu faire de BTS. Aujourd'hui, je pense qu'avec un BTS, rien que quand j'ai monté mon entreprise, alors là, pareil, petite anecdote, quand on a commencé à parler du projet, donc nous, on a un projet en BTS, c'est grosso modo, c'est monter une entreprise de manière fictive. Donc on apprend à faire un prévisionnel, des choses comme ça. Donc on avait des chiffres. Vous l'avez fait en vrai, du coup. Ouais, du coup, je l'ai fait en vrai 3 mois après l'épreuve. Donc je fais mon prévisionnel, j'ai passé un temps fou dessus. Et puis premier rendez-vous avec le comptable, je vois le comptable, il me dit vous avez préparé un truc, voilà. Je dis ben oui, j'ai fait un prévisionnel comme voilà. Je commence à l'expliquer, puis au bout de 3-4 minutes, il m'arrête, il dit écoutez monsieur Ravel, je suis désolé, mais ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Et là, j'étais dégoûté. Alors, du coup, le gros point positif quand même, c'est que du coup, quand il me parle de chiffres, de choses comme ça, ça percute. Parce que quand on me parle d'une marge brute, des coefficients, des choses comme ça, c'est des choses, ça me parle parce que je les ai vues. Lire un bilan, ça me parle, je les ai vues. C'est des choses qui percutent. Donc, c'est vrai que, voilà, je regrette pas du tout d'être passé par là. Mais du coup, si un jour j'ai la chance d'avoir des enfants brillants, ou même qui s'en sortent à l'école, dans tous les cas, je leur dirais, fais ce que t'as envie de faire et ce que tu sens vraiment. Alors c'est vrai que si ils ont l'opportunité, s'ils veulent partir en cuisine, même dans d'autres filières professionnelles, c'est vrai que je les encouragerais toujours à viser le plus, parce que avec le plus on peut arriver au moins, alors que l'inverse c'est pas possible, quoi. Faut toujours viser le plus haut, quitte à redescendre après un peu, mais ouais non. Après si je sais pas moi, s'ils veulent partir. S'il veut faire ingénieur et pas cuisinier, si j'ai personne qui poursuit dans la filière, je leur en voudrais pas, il y a pas de souci. Voilà. Ouais. Il y a pas de souci. Aujourd'hui, les enjeux du restaurant donc qui vient d'ouvrir, c'est d'accroître sa clientèle, de prendre de l'expérience aussi, j'imagine, de fidéliser la clientèle, peut-être développer aussi du temps de midi sur
voilà, sur une filière peut-être un peu plus professionnelle ou un peu plus... Pardon. Et du coup, tout à l'heure, juste avant l'émission, vous me parliez éventuellement de projets de cuisine à 4 mains. Ça m'intéresse. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Dans l'idée, comme j'expliquais, la cuisine, c'est du partage. Et quoi de mieux pour partager un moment en cuisine que d'inviter d'anciens copains ou d'anciens chefs avec qui on a pu travailler ou même de chefs avec qui on s'entend bien. Et de faire une soirée un peu spéciale avec un menu un peu plus travaillé, avec l'identité un peu des deux chefs et de croiser ça sur un menu éphémère le temps d'une soirée. Ouais, c'est toujours des bonnes soirées avec un copain, un chef. À la fin du service, on boit un ou deux canons, on discute, on échange. Et puis, je pense que même les clients, ça leur permet de découvrir d'autres choses, découvrir d'autres cuisines. Et même pour nous, en tant que cuisiniers, encore une fois, comme je l'ai dit, j'aurais jamais fait le tour de tout ce que j'ai à voir en cuisine. Et même dans 20, 30, 40 ans, quand je serai sur la fin de ma carrière, j'aurais pas fait le tour de tout ce que j'ai à voir. Donc, c'est vrai que... c'est peut-être un peu l'inconvénient de m'être lancé à 19 ans, c'est que j'ai pas pu travailler avec autant de chefs que je l'aurais voulu. Mais voilà, j'essaye de voir les choses de manière différente, d'acheter des livres pour m'inspirer un peu de tout ça. Et puis voilà, je pense que faire ces 4 mains, c'est aussi l'opportunité de travailler avec des chefs avec qui j'aurais voulu travailler, ou même avec des copains avec qui j'aurais voulu travailler. Et puis voilà, c'est un peu les souvenirs des TP au renouveau avec les copains quand on était dans la cuisine du château et qu'il fallait sortir les menus. Voilà, quoi, il y a toujours des bonnes anecdotes qui restent. Ouais, l'idée paraît excellente en tout cas. Et ça donne envie de venir un soir où il y a le 4 mains. Hein, ça... c'est ça. De toute façon, on communiquera là-dessus quand ce sera d'actualité. Mais on y travaille. On a déjà discuté avec pas mal de chefs stéphanois. Et puis on verra bien. Ok. Bon, merci beaucoup pour cette interview. Merci pour votre ouverture de confidence. L'émission touche bientôt à sa fin. Et comme à chaque émission, je demande à mon invité de m'offrir un porte-clés et de m'en expliquer la signification. Là, du coup, c'est un petit porte-clés avec un bouchon de vin qu'on a greffé dessus. Pourquoi un bouchon de vin? Je pense que dans un restaurant comme la Table des Matrus, c'est aussi un peu ce qu'on essaye de mettre en avant. C'est une cave un peu à l'image de notre cuisine, c'est-à-dire abordable avec des vins locaux. Nous, il y a 70% de notre cave qu'on va chercher en direct chez les producteurs. Donc, pour les citer, par exemple, le Clos de Chaudieu à Bouin, Vin épique, la famille Demeure à Boisset-Saint-Priest, ou Verdier-le-Gel à Marcilly-le-Châtel. On est allé les voir, on va les voir sur des salons. Là, on va faire un salon aussi, donc du coup en moins local, mais bon, c'est aussi important d'aller chercher un peu ailleurs sur les vins de France. On va aller faire un salon dans la vallée de la Loire. Donc non, pour nous c'est vraiment important, mais que ce soit pour les vins ou pour n'importe quel produit, c'est d'avoir une tête derrière ce qu'on sert au client. C'est-à-dire que quand on ouvre une bouteille, on est capable de dire, le vigneron, il a fait ça parce que là, on a une bouteille. Moi, quand on l'a goûté au salon, ça m'a vraiment... je parlais de souvenirs d'enfance aussi. C'est vraiment... je me suis revu à 6-7 ans en train de goûter le sirop de fraise de ma grand-mère, un vin épique, justement, la famille Demeure, qui fait un cépage Chébel en vin de paille. Et donc, ça fait un vin rouge liquoreux qui a des notes de fraises confites incroyables. Et avec donc une belle sucrosité, mais pas lourd, pas écœurant du tout. Et ouais, c'est vrai, quand on boit ça, on se voit gamin en train de goûter le sirop de fraise un peu paysan, maison, avec le vin rouge pour couper, pour la conservation, quoi. Donc voilà, on essaie vraiment d'avoir des petits vins comme ça, pas forcément des bouteilles qui vont taper dans les 50-60 euros, parce que tout le monde peut pas venir au resto, mettre déjà 70 euros pour les menus pour 2 personnes avec une bouteille. Donc là, voilà, avoir des bouteilles autour des 25-30 euros, ça permet aussi de rendre les choses accessibles et voilà, quoi, de partager avant tout. Merci beaucoup, Mathéo. Pour rappel, donc le restaurant, c'est la Table des Matrus. L'adresse 26 rue du Grand Gonnet, à Saint-Étienne. Juste en dessous de la plage Dakar. Ok. Et au jour d'aujourd'hui, les horaires d'ouverture? On est ouvert du mardi au samedi uniquement les soirs à partir de 19h, 19h30. Vous pouvez venir à partir de 19h, 19h30 pour boire l'apéro. Et puis de toute façon, nous, le service en cuisine commence à partir de 19h30, 20h. Voilà, selon l'affluence. Super, n'hésitez pas, y compris pendant les vacances de Noël, vous pouvez venir vous régaler au restaurant. Voilà. Et puis belle aventure à vous. Et voilà, une petite phrase que vous m'inspirez, c'est que malgré tout, on peut se faire plaisir et réussir quand même. C'est l'essentiel. C'est vraiment pour moi la valeur première en cuisine. Mais là, c'est un peu une phrase aussi, un mantra de Paul Bocuse. C'est fais un métier que tu aimes, tu n'auras pas travaillé un jour de ta vie.
Donc moi, c'est exactement ça. Et s'il y a vraiment un conseil que je peux donner à n'importe qui, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens de 30, 40 ans qui font des reconversions professionnelles parce qu'ils arrivent dans un métier où ils trouvent plus forcément de sens, pardon. Et voilà, pour moi, c'est vraiment la phrase essentielle, c'est faut faire un métier qui nous procure autant de plaisir que si c'était un loisir et on n'a pas l'impression de travailler. Matteo Ravel, merci beaucoup pour votre accueil. Merci. À bientôt. À bientôt. C'était Julien Russier dans Cœur de Business 42. Si vous avez apprécié le podcast, diffusez un maximum autour de vous. Et surtout, merci de laisser vos avis et de mettre la note de 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour le prochain épisode de Cœur de Business 42. Le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business.